Et yo à tous, c'est Cédric, capitaine de la team Red Ribbon TCG. Avant de commencer, on tenait toute l'équipe à vous souhaiter une bonne année 2019. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos, on va dire. Alors, en tout cas, au moins une vidéo déjà, et si ça vous plaît, je continuerai. Donc là, en fait, on va parler de la BT5, c'est-à-dire comment se préparer à la méta BT5. Donc aujourd'hui, la première vidéo sera sur les decks tiers 0 de cette méta BT5, c'est-à-dire les decks, voilà, on va dire ultimes. Et donc on va essayer de les présenter, parler vite fait de leurs forces, de leurs faiblesses. Et si cette vidéo vous plaît, que vous voulez, on continuera en descendant petit à petit de tiers. C'est-à-dire que par exemple, la prochaine vidéo serait sur les decks tiers 1. Alors, la méta BT5. Alors en fait, la méta BT5, c'est assez plaisant, c'est assez marrant. En fait, vous prenez absolument tous les decks méta que vous aviez avant, en World Tournament, et vous les faites tous descendre en fait d'un niveau au minimum, sauf Storm. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez tous les decks méta de la BT5, enfin de la BT World Tournament, donc BT4 plus World Tournament, et bah, sachez que dans tous ces decks méta, il n'y en a plus un seul qui sera vraiment tier 0 à part Storm. Alors pourquoi bah, Android commence à être défacé, malgré de nouveaux supports, ils ont du mal à s'imposer dans cette nouvelle méta. Frieza U7, ben, vous comprendrez facilement pourquoi est-ce que c'est plus ça. Et en fait, il ne reste que Storm. Alors, Storm, donc là, j'ai mis le leader Hirudegarn, mais ça marche aussi avec le leader Trunks du futur. Et bon, je suppose que vous connaissez le principe de Storm, mais si jamais vous êtes un nouveau joueur qui vient de débuter le jeu, ou simplement si vous n'avez pas regardé, on va dire, le côté compétitif avant, on va faire rapidement une présentation de Storm. Alors, qu'est-ce que Storm? Alors, Storm, en fait, se base sur, on va dire, ces 5 cartes-ci. Donc, tout d'abord, la carte clé, Bardock. Lorsque vous la jouez, vous prenez un PV en main. Donc en gros, le but, c'est que vous la jouez, pour vous infliger un dégât, donc c'est une carte en plus en main, et surtout, le but, c'est de vous éveiller très vite. Il a aussi un swap 2, donc un échange 2, c'est-à-dire que vous pouvez le reprendre en main pour invoquer un Goku Lineage qui coûte 2. Et donc, vous avez deux targets principales qui sont Dépendable Dynasty Son Goku, qui est en fait simplement un tapeur 15 000, et Scrambling Asso Son Goten, qui est à 10 000, mais lorsqu'il tape, vous regardez les 3 cartes du haut de votre deck, vous en prenez un en main, et le reste va en bas de votre deck. Donc en gros, vous faites du plus 1 sur chaque attaque de Son Goten. Le but en fait, c'est que vous allez enchaîner les attaques très rapidement, puisque vous voyez, Bardock est à 10 000, donc vous pouvez invoquer Bardock, taper avec Bardock, le reprendre en main, call un autre grade 2, taper. Donc rien que là, ça fait déjà 2 attaques, sachant que vous avez récupéré Bardock en main. Et vous jouez en fait une variante bleu-jaune, donc jaune pour les énergies, vous voyez, pour vos cartes swap, et bleu pour faire des Senzu. Donc comme ça, vous allez taper par exemple avec Goten, vous allez faire un Senzu, rejetant votre énergie jaune, puis vous allez recall un Bardock qui va reprendre un dégât, puis vous allez reswap avec un autre Goten, et hop, vous êtes déjà 4 attaques par exemple. Et vous allez aussi jouer donc le petit Trunks qui, à mes yeux, mérite toujours d'être ban, qui du coup, lorsque vous combotez avec lui, si votre leader il est bleu et que vous combotez avec lui durant votre tour, vous restandez une énergie de votre choix, donc vous allez pouvoir restander une énergie jaune et continuer comme cette call. Donc le but du deck est de s'éveiller très vite. Alors pourquoi est-ce qu'on joue avec Hirudegarn ou avec Trunks? Bon déjà il faut un leader bleu, et après c'est des deux leaders qui permettent le maximum de CA. Hirudegarn permet un CA incroyable sur son effet lorsqu'il attaque en non éveillé, et lorsqu'il s'éveille, il restante 2 énergies, donc vous faites plein d'attaques. Ça, comme vous ressentez des énergies, vous allez devoir attaquer. Trunks, lui, c'est dès que vous allez combo avec une carte une fois par tour, vous allez piocher un. Donc c'est à dire que lorsque vous allez combo avec votre petit Trunks pour restaurer une énergie, non seulement vous restantez une énergie, mais en plus vous piochez un. Donc voilà, le but de Storm, c'est d'enchaîner les attaques très rapidement. Donc point fort du deck, plein d'attaques très rapides. T2, T3, vous tuez un mec normalement. Enfin, vous pouvez tuer un mec T2, T3. Beaucoup de cartes en main. Alors votre leader vous fait du CA, votre Bardock lorsque vous le collez vous prenez un PV en main, donc ça vous fait une carte en main en plus. Goten lorsqu'il attaque c'est une autre carte en main en plus, donc vous montez très vite à 10, 11, 12 de main assez facilement. Donc vous vous rendez compte que vous faites plein d'attaques, vous remplissez votre board et vous êtes à 10, 11 de main, donc très dur à tuer derrière. Donc ça c'est les points forts du deck. Les points faibles du deck, ça reste les mêmes, c'est-à-dire que voilà, c'est ça vos tapeurs. C'est-à-dire que, à part les cartes Overreal, donc Shu ou Mira, donc on va dire 4-5 cartes max dans votre deck, le reste de vos tapeurs sont des 10 000, 15 000. Ce qui fait que votre but est de tuer très vite votre adversaire, mais si vous n'y arrivez pas, si vous arrivez si vous allez dans la longueur, vous allez très vite manquer en fait de force de frappe. C'est-à-dire que si votre adversaire arrive à survivre, on va dire les 3-4 premiers tours de jeu sans trop de difficultés, derrière en général vous êtes dans la merde parce que vos attaques seront relativement faibles, vous n'allez pas mettre de la grosse pression, votre deck
mine de rien, va se vider relativement vite, puisque comme je vous l'ai dit, vous faites beaucoup de CA, mais bon, le défaut de faire beaucoup de CA, c'est que du coup, les cartes ne sont plus dans votre deck, elles sont dans votre main, donc si vous n'arrivez pas à tuer très vite, vous pouvez mourir au deck out. Donc voilà, le défaut du deck, c'est de ne pas réussir en fait à finir si votre adversaire a réussi à tenir l'agression early. Et c'est pour ça que par exemple, si vous regardez le dernier gros tournoi américain, vous verrez qu'en top 16, il y a 10 Storm. C'est pour vous dire à quel point le deck tire 0, je tire 0. Là, on est vraiment sur le summum du maximum. Mais ce n'est pas un deck Storm qui a gagné, malgré le fait qu'il y en avait 10 en top 16. Les decks qui étaient en finale étaient un Eru de Garde, mono bleu, contrôle, tempo, quoi, et un Janenba, mono bleu. Donc Janenba qui sera là, que je vous présenterai après. Donc l'Eru de Garde mono bleu, je le présente pas parce que c'est pas vraiment un deck tier 0, c'est un mec qui a fait on va dire un meta call, c'est-à-dire il s'est dit va y avoir que du Storm, je vais faire un deck pour affronter que Storm, et ça a payé pour lui, tant mieux. Donc voilà pour ce premier deck tier 0, donc Storm, je m'attarde pas plus dessus. Le prochain deck tier 0, alors en fait, il y en a deux avec le même leader, et encore quand je dis deux, c'est en gros, alors, le leader c'est Dragon Ball du TD. Donc là déjà on est sur la plus-value d'un TD exceptionnel. Hein. Franchement si vous devez acheter un TD, achetez le TD Dragon Ball. Leader Dragon Ball. Alors effet, votre leader ne peut pas taper. Alors là on peut se dire c'est bizarre comment je gagne avec un leader qui tape pas. Alors lorsque une fois par tour, donc vous pouvez switch cette carte en rest mode, regardez dans vos PV et dans votre deck et prendre 2 Dragon Ball et les ajouter à votre main. Et lorsque vous avez vos 7 Dragon Ball en drop, vous pouvez récupérer une carte désir de votre drop à votre main et Awoken, en fait, enfin Wish, c'est bien Awoken, c'est un Wish pour invoquer Shenron. Alors ça c'est un non éveillé, donc on va commencer comme ça, donc le non éveillé, voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir dans votre deck ces petites cartes, donc il y en a 7. Vous voyez que c'est marqué sur la carte que si votre leader est Shenron, vous avez le droit d'avoir 7 Dragon Ball dans votre deck. Alors vous devez même en avoir 7 dans votre deck, sinon vous ne pouvez pas jouer en fait. Et vous voyez l'effet de Dragon Ball, si votre leader carte est Shenron, vous piochez une carte. C'est-à-dire que chaque tour, avec votre leader Dragon Ball, vous allez le reste, récupérer 2 Dragon Ball comme ça, de votre deck ou de votre PV, et ensuite vous allez les jouer et vous allez piocher un. Donc, vous faites un plus 2 chaque tour. Donc, là, déjà, on est sur un deck qui va faire beaucoup de CA. Vous faites un plus 2 de CA chaque tour. En plus de ça, le but du deck est de s'éveiller rapidement. Donc, il existe des cartes pour tuto le Dragon Ball, telles que Dragon Radar. Vous voyez, pour 1 d'énergie, incolore. Vous avez le choix entre 2 effets, qui est soit vous prenez 2 cartes en fait, de votre cimetière, donc 2 Dragon Ball, enfin, une combinaison de 2 parmi les Dragon Ball et les cartes désir. Soit vous regardez le top 7 de votre deck et pareil, vous reprenez une combinaison de 2 cartes parmi Dragon Ball et Désir. Donc là, soit vous allez faire, pour 1, je regarde le top 7 de mon deck et je peux prendre les Dragon Ball ou les Désirs qui sont dedans. Soit pour 1, je récupère de ma drop des Désirs ou des Dragon Ball. Comme ça, vous êtes sûr de les savoir. En sachant que si vous récupérez du coup les Dragon Ball de votre drop, vous pouvez tout de suite les rejouer et piocher 2. Donc en gros, concrètement, on pourrait dire que cette carte, ça reviendrait à pour 1 d'énergie, je fais un plus 2 si je prends de la drop. Et un plus 2 qui peut être soit je pioche 2 du deck, soit je récupère des Désirs. Donc Dragon Radar, carte clé du deck. Et du coup, voilà. Et on peut se demander, alors qu'est-ce que les cartes désir? Alors les cartes désir, ce sont en fait les cartes clés des stratégies. Hein. Ce sont celles-ci. Donc les deux cartes noires, qui sont World Peace et Childish. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Si vous jouez à Yu-Gi-Oh, c'est des Monster Reborn en fait. C'est-à-dire que vous allez réinvoquer depuis votre cimetière des créatures. Alors, il y a une différence entre les deux cartes. Childish ne coûte que 2 d'énergie, mais vous êtes limité à ramener une créature qui ne coûte que 15 000 de puissance au moins de votre drop. World Peace, lui, coûte 4 d'énergie, et lui, par contre, vous pouvez ramener n'importe quelle créature, peu importe sa puissance, à condition que son coût d'énergie soit inférieur ou égal au nombre d'énergie que vous avez en jeu. Donc imaginons que vous êtes à 7 d'énergie sur votre terrain. Pour 4, vous pouvez jouer World Peace, et réinvoquer une créature de votre cimetière qui coûte entre 1 et 7 énergies de votre choix. Alors là, on peut se dire, ouais, bon, alors 4 énergies, c'est quand même cher et tout. Mais bon, là, je vous ai dit que la partie, on va dire, facile du deck. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en early, du coup, vous allez abuser des Childish pour ramener pour 2 des créatures à 15 000 de puissance. Une fois que vous les avez, une fois que vous en avez au moins un en cimetière et que vous avez vos 7 Dragon Ball, vous allez faire le Wish. Donc, ça veut dire que vous allez en fait éveiller votre leader et vous allez récupérer théoriquement le Childish que vous avez mis en cimetière. Et là maintenant, vous avez l'effet de votre leader. Alors là, encore une fois, Shenron ne peut pas taper. Et
ce qu'il faut savoir, c'est que tous les leaders Wish, parce que bon, là je vous parle de Shenron parce que c'est lui qui est le top méta, mais il en existe d'autres. Il existe Sorbet pour les jaunes, il existe Pilaf pour les rouges, il existe l'autre version de Pilaf pour les verts, Gohan pour les bleus. Donc chaque leader Wish a le même principe qui est qu'une fois qu'il est éveillé, vous avez une fois par tour le choix entre 3 effets. Et ça c'est un peu pour faire le côté 3 souhaits que donne Shenron. Ces 3 effets, vous en aurez toujours 2 qui seront identiques et communs à tous les leaders. Le premier est piocher 1. Donc, en gros, c'est vous faites exactement la même chose qu'un leader qui va taper. Lui, quand il tape, il pioche 1. Bah, vous ne pouvez pas taper, mais vous pouvez piocher 1 quand même. Donc voilà, juste simplement, je pioche 1. Vous avez le je choisis une carte désir de ma main et je la joue sans en payer le coût, à condition que j'ai suffisamment d'énergie sur le terrain. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'imaginez que vous êtes à 4 d'énergie sur votre terrain et que vous avez World Peace en main. Vous pouvez décider de faire l'effet de Shenron pour jouer World Peace gratuitement. Donc c'est-à-dire que vous la jouez gratuitement et vous invoquez depuis votre cimetière une créature qui coûte 4. Et là, c'est-à-dire que vous avez invoqué depuis votre cimetière une créature qui coûte 4 sans avoir utilisé vos énergies. Donc il vous reste vos 4 énergies pour faire ce que vous voulez. Donc soit les garder pour vous défendre, soit rejouer un autre World Peace de votre main, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté je peux jouer gratuitement un Desire. Et enfin, tous les leaders ont un souhait ultime qui lui varie en fonction du leader. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire que vous allez devoir retirer du jeu les 7 Dragon Ball de votre cimetière. Et si vous le faites, vous avez accès à un méga souhait et à la fin du tour, votre leader redevient non éveillé. Et par contre, il restera du coup non éveillé pour tout le tour. Donc concrètement, c'est souvent lorsque vous voulez faire un effet qui va être game breaker, soit vous allez avoir la win dessus, soit vous allez tellement vous mettre bien que derrière vous pouvez accepter d'être sur un 10 000 vanilla leader le reste de votre partie. Ça vous va parce que vous pouvez quand même gagner parce que vous avez mis mal le mec. Alors Shenron, son effet ultime est le suivant. Vous choisissez une de vos battle cards, elle gagne 10 000 de puissance et triple attaque. Voilà, donc là je vous ai présenté le corps de Shenron. Maintenant je vais vous présenter en fait les 2 decks qui, avec Shenron, peuvent topper. Alors 2 decks, c'est pas vraiment vrai, en fait on va dire, il y a 2 types de jeux. Le premier, ça va s'appeler en fait le Shenron OTK. Si vous êtes un joueur de Frieza U7, vous allez remarquer qu'avec Shenron, en fait, vous avez à peu près le même principe qu'avec votre Frieza. C'est-à-dire que vous avez un leader qui ne va pas taper, mais qui va vous faire du CA en early. Beaucoup de CA. Beaucoup de CA. Et vous n'allez pas taper avec votre leader. Et à la fin, vous allez pouvoir invoquer une créature qui pourra gagner la partie. Dans Frieza U7, c'est la Frieza Secret qui arrive lorsque vous êtes à 5 d'énergie. Et maintenant, Shenron, ça va être n'importe quelle créature qui va avoir triple attaque. Enfin, triple strike. Parce que du coup, si elle a triple strike et triple attaque, ça fait une créature qui, elle, toute seule, fait 9 de dégâts. Alors, il existe plusieurs variantes, en fait, à ce principe-là. Il y en a 3 principalement. La première, c'est une variante Shenron Gogeta, où vous jouez la Gogeta SR, qui, lorsque vous jouez, votre adversaire mélange toute sa main dans son deck et repioche 3 cartes. Donc, c'est-à-dire que vous mettez votre adversaire à 3 de main et derrière vous faites triple attaque, triple strike et vous gagnez. C'est pas une variante que j'aime particulièrement, mais c'est une variante qui existe. Et les 2 autres, alors pourquoi j'aime pas particulièrement Gogeta? Parce qu'il faut 5 d'énergie en fait, pendant que Gogeta, je trouve ça lent. Les autres variantes qu'on a sont les variantes en fait Vegeta et Boo. Alors, hop, voilà. Donc je vais commencer par présenter Vegeta. Donc Atolkos Vegeta, je suppose que vous le connaissez. C'est une carte qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est une excellente carte car elle fait tout. En fait, on est sur une carte qui pour 4 est un draw 1, restand d'un énergie, prend 2 PV en main, donc ça fait veiller, gain de puissance, triple strike et pète une énergie adverse. Le but du deck ici, ça va être de spam les objections. Donc tous les decks qui jouent une variante OTK jouent objection. Le but est de spam l'énergie pour aller le plus vite possible, atteindre sa win condition, l'invoquer la plus rapidement possible et gagner dessus. Là, le but c'est d'arriver à 5 d'énergie, call Atolkos Vegeta, faire son effet, péter un bloqueur adverse s'il en a un. En général, votre adversaire va voir à ce moment du jeu à peu près T3, T4, un bloqueur sur le terrain. Vous allez lui péter, donc plus de bloqueur. Votre battle passe à 35 000 triple strike, effet de Shenron, il passe à 45 000 triple strike, triple frag et vous tapez. En général, ces variantes OTK jouent une couleur, donc la couleur de leur finisher, en général souvent bleu, pour pouvoir justement avoir accès à objection. C'est pour ça que Vegeta est bleu, Gogeta est bleu, Boo est bleu. Donc vous voyez, en gros c'est chercher un finisher en bleu pour pouvoir accéder à jouer objection et tout le bon support bleu, donc Senzu, objection, les negate, oui, enfin tout ce qui est bon en bleu quoi. Et jaune
pour jouer tout ce qui est, on va dire, soit restore d'énergie pour faire à base de Bulma pour restore les objections, c'est comme ça qu'ils jouent le variant Vegeta, mais surtout les Bad Ring. Ce qui intéresse les joueurs, c'est d'avoir Bad Ring, puisque mon but c'est de te tuer en 3 attaques. En général, tu vas avoir au moins une negate, mais si je te negate ta negate, j'ai gagné. Donc, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est que concrètement, ils vont jouer la partie comme ça. En early, ça va être du je charge comme je peux, je m'éveille le plus vite possible, j'utilise des Child Wish pour call des créatures qui vont taper à 10 000, 15 000 pour te mettre à au moins 6 PV, histoire d'assurer le coup, tu vois. Une fois que tu es à 6 PV et que j'ai ma win condition, je sors mon Attack Cost Vegeta, et là, tu as 3 attaques Triple Strike à garde, donc concrètement, s'il y en a 2 qui passent sur les 3, t'as perdu. Il y en a une que tu vas laisser passer, et le reste, tu vas essayer de la negate, tu vas te faire Bad Ring, et tu vas essayer de te faire over combo, l'autre va essayer de t'over combo et tout. Donc ça c'est la version OTK qui arrive assez fréquemment. Donc là, je vous ai présenté Vegeta, je vous ai parlé de Gogeta. Une autre version que j'aime beaucoup et qui est vraiment hyper intéressante à mes yeux, c'est la version Boo. Alors en fait, je vais vous montrer comment vous devez la jouer. Donc elle se joue T3. Et T3, vous devez avoir en main, voilà, ces 4 cartes. C'est-à-dire que T3, vous devez avoir en main ces 4 cartes, ce qui n'est pas du tout dur, parce que je vous rappelle qu'on est dans un deck qui va faire beaucoup de CA à base de Dragon Ball et tout. Alors comment ça se passe? T3, donc vous avez 3 énergies bleues, par exemple, hein, ou vous avez 2 bleus, une jaune, voilà. C'est ce que ça va dire si vous avez un Bad Ring en main en plus d'être safe, même, on va dire, imaginons même sur Bad Ring. Donc vous avez 3 énergies bleues sur votre terrain. Pour 2 énergies bleues, vous jouez Child Wish. Ça vous ramène Boo. Ok? Donc voilà, vous avez Boo. Vous allez avoir en théorie une autre créature sur le terrain à ce moment-là, et vous allez taper avec elle. Vous allez faire un Senzu en donnant la puissance à Boo, donc qui passe donc à 20 000, pour restore 2 énergies bleues. Ensuite, vous allez, pour une énergie bleue, absorber ce Supreme Cast que vous avez dans votre main, pour call depuis votre deck ce Boo-ci. Alors, ce Boo-ci, il a comme effet dual attaque. Et une fois par tour, vous pouvez choisir un Supreme Sky et le récupérer. Et à gagner tous ses effets. Et là, vous avez quoi? Vous avez une créature qui est à critical. Et lorsqu'elle attaque, vous choisissez une battle adverse qui a une énergie de 3 ou moins et vous l'envoyez dans la main. Donc, vous allez attaquer à 25 000 critical. Vous allez choisir un bloqueur adverse et le renvoyer dans la main. Donc déjà, hop, pas de bloqueur. Alors, votre adversaire va soit la garde, soit la prendre. Il se restande comme il a dual attaque. Vous allez retaper. Hop, vous pouvez renvoyer un autre bloqueur. En sachant que vous n'êtes pas obligé de renvoyer quelque chose, hein, c'est choose up to one. Donc en gros, c'est s'il y a des bloqueurs, vous devez renvoyer. Donc là, hop, il va encore une fois prendre l'attaque ou pas, garder, voilà. Donc là, on est sur 2 dégâts déjà donnés. Puis vous allez, avec votre dernière énergie bleue, et en défaussant 2 cartes de votre main, ex-evolve ce petit Boo. Petit Boo, quand il est ex-evolve, il se restande et il gagne 30 000 de puissance. Il se retrouve à 60 000 plus les 5 000 du Senzubin, il se retrouve à 65 000 triple strike. Et là, vous faites l'effet de Shenron pour lui donner triple attaque et 10 000. Et donc là, vous êtes sur un 75 000 triple strike, triple attaque. En sachant que juste avant, vous avez déjà fait 2 dégâts, ou en tout cas, vous l'avez déjà fait claquer des cartes de sa main pour pas se prendre les attaques criticales. Et là, vous êtes là, voilà, je tape 75, je tape 75, je tape 75. Et théoriquement, c'est le GG. Donc voilà, ça c'était les versions OTK. Il existe une autre variante de Shenron, alors elle porte 2 noms, Shenron End Destruction ou Shenron Toolbox. Le but en fait c'est que vous allez jouer un deck avec votre cimetière, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous occuper en fait lors de la construction de votre deck des couleurs de votre carte. C'est-à-dire que vous allez mettre des cartes de toutes les couleurs que vous voulez, du moment que c'est des effets qui vous intéressent. Et vous allez en fait vous arranger pour les envoyer au cimetière le plus rapidement possible. Et ensuite vous allez simplement les réinvoquer, soit avec vos Child Wish si c'est des unités à 15 000, soit avec vos World Peace si elles sont à plus. En plus de ça, vous allez certainement jouer la nouvelle Dragon Ball à 1 étoile qui, elle, pour 1 d'énergie, fait que vous piochez 1, puis vous et votre adversaire défaussez 1. Donc pour vous, de votre côté, vous perdez rien, puisque entre guillemets, vous avez pioché 1 et vous défaussez 1, donc vous faites un 0. Et vous allez défausser une de vos battles ou un de vos désirs. Donc vous voyez des choses que vous allez récupérer. Donc soit vous défaussez un désir que vous allez récupérer lorsque vous allez vous éveiller, soit vous défaussez une de vos battles que vous voulez en cimetière pour réinvoquer. Et votre adversaire lui perd une carte en main. Ce qui est intéressant, c'est que en général vous faites ça surtout lorsque vous commencez en premier du coup. C'est-à-dire que vous jouez en premier, vous faites l'effet de votre leader, vous prenez 2 cartes en main,
Et vous activez la Dragon Ball à 1 étoile avec votre énergie que vous avez gauche, parce que de toute façon il n'y a pas de carte à 1 que vous avez vraiment envie de jouer. Et là votre adversaire qui avait que 6 cartes en main, après son mulligan, qui a gardé normalement 6 bonnes cartes, bah là ça va le faire chier de devoir en défausser une. Il va se dire putain merde, qu'est-ce que je défausse. Donc vous voyez, là vous faites déjà un petit peu chier votre adversaire. Et ensuite, ben voilà, vous jouez avec les battles que vous voulez. En général, les battles qui sont joués sont principalement les tapeurs critical à 15 000. Puisque ben, pour Child Wish, vous pouvez ramener ces deux attaques qui sont des tapeurs critical, donc c'est vraiment chiant. Et surtout qui ont des effets de draw. Burst Attack Sun Gun que vous connaissez, lorsque vous l'attaquez, si votre adversaire a 4, si vous avez 4 de main ou moins, vous piochez 2. Et Gotenks qui lui, simplement dès que vous attaquez, vous piochez 1. Donc on est quand même sur du 15 000 critical, je pioche à chaque attaque. Donc votre adversaire va avoir des menaces constantes de critical qui font des cartes en moins dans sa main, vous voyez, puisque des gars critical on va partir en drop, donc de l'autre côté main de destruction, avec la Dragon Ball à 1 étoile, il perd de la main, là il doit perdre de la main si on a des gars et tout. Donc il doit défendre ou perdre les cartes de sa main, enfin perdre les cartes de ses PV, et derrière il va certainement essayer de vous les détruire, sauf que en soi c'est pas grave, parce que même si il vous attaque vos battles, c'est des attaques qui vont sur les battles, donc pas sur votre leader, c'est tranquille pour vous. Et vous derrière, vous allez spammer les Dragon Radar pour récupérer de votre cimetière les Child Wish que vous jouez, puis vous allez rejouer les Child Wish. Rejouer les Child Wish, puis les réinvoquer. Soit vous les jouez d'ailleurs en payant 2, soit avec l'effet de votre leader. Donc vous allez toujours pouvoir remplir votre board en fait de ces tapeurs là, et votre adversaire ne pourra pas s'en sortir, en fait il ne peut pas les dégager. Et côté grosse battle, on a les Dabura. Je vous rappelle que lorsque Dabura est joué, 2 cartes de votre adversaire de sa main partent dans sa warp zone, tant que Dabura est sur le terrain. Sinon c'est pas mal, parce que du coup vous pouvez call un Dabura, 2 Dabura, 3 Dabura, lui faire -6 en main, et puis bon, ok, votre adversaire doit ensuite gérer vos Dabura pour les péter. On a les Super 17 qui eux, lorsqu'elle est jouée, vous pouvez décider que chaque joueur doit défausser 2 cartes de sa main. Ce qui est vraiment, voilà, vous voyez, toujours de la destruction de main. Autre effet intéressant de Super 17, il est double strike et son attaque ne peut pas être annulée. Ce qui fait que ça peut être intéressant de dire, bon voilà, si votre adversaire il lui reste genre 2 PV et que vous voulez aller sur le létal, hop, vous collez Super C17, hop, effet de Shenron, vous donnez triple attaque 10 000 et vous êtes sur un 30 000 double strike qui va taper 3 fois et qui ne peut pas se prendre de negate dans la tête. Les autres targets intéressantes, ça peut être du Atolkos Vegeta, ça peut être du Gogeta Drop 5, du Gogeta Drop 7, le Shenron 4 du TD, enfin à peu près ce que vous voulez en fait, du moment que c'est des bonnes cartes. C'est un peu con de dire ça comme ça, mais en gros c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que là vous pouvez jouer, vous n'avez plus à regarder la couleur de vos cartes, c'est-à-dire que peu importe la couleur de vos cartes, si vous voyez que 2 cartes synergisent bien ensemble, vous les mettez et tout. Donc la variante Toolbox ou main de destruction, voilà, elle joue principalement ces 4 cartes là, le but est de détruire la main adversaire, puis elle joue de son côté de tapeur, donc avec Gogeta Drop 5 et Atolkos Vegeta. Le but c'est voilà, de détruire la main adverse et ensuite essayer de le finir. Alors là, je vous ai présenté du coup les 2 grosses variantes Shenron qui top, c'est-à-dire OTK ou Toolbox, main de destruction. Quels sont les points forts et quels sont les points faibles de ces decks? Alors, point fort de Shenron, il s'éveille tour 3 au plus tard grâce au Dragon Ball. Vous remplissez très vite votre board avec les Wish. Vous avez un effet Wish Game Breaker qui peut sortir T3. Vous avez vu avec Boo, vous voyez, si vous avez le puzzle, il peut sortir T3. Il peut sortir T3. Donc OTK T3, c'est pas trop mal. Dans le pire des cas, c'est T4, T5, mais disons que ça se joue. Beaucoup de CA. Puisque vous piochez 2 chaque tour au final, hein, chaque tour vous piochez 2. Donc ça c'est pour les points forts. Les points faibles, et donc c'est là qui va être un petit peu bizarre, c'est que vous vous éveillez T3. Et ça c'est le gros point faible en fait, c'est-à-dire que si vous êtes contre un deck, voilà, on va dire tempo et tout, c'est tranquille T3. Mais par contre si vous tombez contre Storm, Storm qui va vous rush la gueule T1, T2 en fonction de qui commence, T3 pour lui, lui il va vous taper à 10 000. Et vous allez beau être là à dire j'ai 2 PV, j'ai 1 PV, j'ai 3 PV, j'ai 2 PV, j'ai 1 PV, tant que vous n'avez pas vos 7 Dragon Ball dans le cimetière, vous ne pouvez pas vous éveiller. Donc, et puis surtout vous n'avez aucun moyen de garde avec, vous ne pouvez pas dire je garde avec mon Dragon Ball pour l'envoyer au cimetière puis je m'éveille, non. C'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi à vous éveiller rapidement, vous allez avoir des problèmes. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour tenir Storm, vous êtes obligé d'avoir Mass Senzu en main pour les utiliser. Et vous voyez que c'est pas toujours faisable. C'est-à-dire que contre Storm, vous avez un très très mauvais match-up puisque vous êtes à 10 000 de puissance pendant tous ces tours de rush. En gros, concrètement, un Wish ne peut pas s'éveiller pendant le tour adverse. En fait, c'est ça qu'il faut voir comme ça. Vous ne pouvez pas vous éveiller durant le tour adverse puisque vous avez absolument besoin d'avoir le Dragon Ball dans le cimetière. Donc ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut,
bah, vous avez beau faire beaucoup de CA, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que mon deck contient 7 Dragon Ball extra, il contient environ 6 Desire, on va dire qu'il contient 3 Dragon Radar, en fonction des variantes que vous jouez, il contient peut-être 4 Senzu, donc on est sur du 7, 13, 16, 17 cartes, c'est-à-dire que là j'ai 17 cartes dans mon deck qui sont des extras. Et avoir des extras en main pour se défendre contre Storm, c'est pas ouf. Souvent, ça m'est arrivé de faire des games et d'avoir 10 de main, et sur mes 10 de main, j'avais 7 extras et 3 cartes pour me défendre, et ben avec 3 cartes pour se défendre, ça suffit pas, et vous perdez la game. Donc, ça, c'est l'autre défaut de deck, c'est-à-dire qu'effectivement, étant donné que vous êtes basé sur beaucoup d'extras pour tuto, reborn, faire du CA et tout, des fois, vous avez que ça en main. Alors, c'est ça, quand vous jouez contre un deck qui tempo, c'est pas grave, parce que justement, vous placez votre jeu, donc c'est bon, vous avez tempo votre jeu. Mais dès que vous êtes contre un deck aggro, pour peu que vous ayez que des extras en PV, que tous les dégâts que vous preniez, c'est des extras, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Donc, voilà, ça, c'est les défauts principaux. Les autres défauts sont propres à chaque variante, c'est-à-dire que pour la variante main en destruction, si vous tombez contre un deck qui fait beaucoup de CA, la destruction de main parfois n'est pas suffisante et du coup vous allez vous faire avoir. Et côté OTK, si vous tombez contre un deck qui soit vous OTK avant, parce que du coup le match-up OTK vs match-up OTK, c'est à qui jouera en premier la plupart du temps. C'est-à-dire que celui qui joue en premier pourra OTK l'autre avant que l'autre se fasse OTK. Donc c'est souvent ça. Donc soit vous faites OTK avant parce que vous savez pas grand chose pour tenir un OTK, soit vous tombez contre quelqu'un qui peut vous emmerder. C'est-à-dire si vous avez des bloqueurs avec barrière par exemple, ou des bloqueurs immortels, enfin voilà, des bloqueurs qui ne partent pas, du coup vous pouvez pas les prendre, et pour peu que votre adversaire tape avec, par exemple, imaginons je tape avec mon bout sur ce bloqueur barrière et que je me prenne un King's Vegeta Revenge, du coup ma battle meurt et j'ai perdu et ma battle et mon effet triple attaque de Dragon Ball. Du coup mon leader passe vanilla à 10 000 et je suis très triste. Donc voilà. Et maintenant on va parler donc du dernier deck que j'aime particulièrement, qui est du Janemba. Alors, Janemba, je le mets en deck BT5, même si je ne sais pas quand nous pourrons l'avoir. Pourquoi? Car c'est un deck dont les cartes principales, ce sont des promos. Le leader, comme vous le voyez, est une promo, et les battles Janemba sont des promos. Alors sur ces deux promos, il y en a une des deux, je ne sais plus laquelle. Il y en a une des deux, c'est la promo des special packs. Donc c'est-à-dire qu'il faut racheter 4 special packs et voilà, vous aurez votre PC de promo. L'autre, par contre, je ne sais plus quand on l'aura. Alors, quel est le but de ce deck Janemba? Et bien le but de ce deck Janemba, c'est de survivre. Alors c'est bizarre de dire comme ça, mais en gros le truc c'est que vous n'allez pas chercher à tuer votre adversaire, vous allez chercher à ne pas mourir. Et en fait vous allez gagner au deck out. Pourquoi? Et faites votre leader, à chaque fois qu'il attaque, et peu importe qui l'attaque, et ça c'est hyper important, c'est pas quand il attaque un leader, c'est peu importe qui l'attaque, vous piochez une carte et vous meulez 2 du deck adverse. Donc vous faites un +1 chez vous et vous enlevez 2 cartes au deck adversaire. Alors ça peut paraître rien dit comme ça, mais je vous rappelle que là on va être dans une méta à base de Shenron qui vont faire du +2 chaque tour en s'enlevant 4 cartes au deck. Puisque si je récupère 2 Dragon Ball de mon deck et qu'ensuite je les joue et que je pioche 2, ça fait moins 4 au deck. Puis de l'autre côté, on a du Storm qui lui aussi fait du moins dans son deck à base de je draw, je fais l'effet de Goten, je fais mon successeur of Hope, etc., etc. Donc les decks se vident de base très vite. Et là, vous allez encore les aider encore plus à se vider. Donc Janemba, dès qu'il attaque, vous me les 2. Voilà. Et vous avez les 2 Battle Janemba qui, elles, sont sur le même principe, c'est-à-dire elles vous coûtent 4 d'énergie. Alors elles vous coûtent 4 d'énergie et a comme effet que vous pouvez l'envoyer en bas de votre deck. Vous pétez une battle adverse et votre adversaire meule 2. Et celle-ci qui vous coûte 1 d'énergie si votre adversaire a 4 d'énergie et une battle et que vous n'en avez pas. Donc si votre terrain est vide, elle ne vous coûtera que 1 d'énergie si votre adversaire lui a une créa et 4 d'énergie. Et à la fin de votre tour, elle repart en bas du deck et vous meulez 2 du deck adverse. Donc sachez que le tour d'éveil, en général, vous pouvez faire un meule 6, c'est-à-dire que vous allez être en général à 4 d'énergie lorsque vous allez vous éveiller. Et votre adversaire, il va avoir une battle sur le terrain. Vous allez faire pour 1, je colle lui. Ensuite, vous allez vous éveiller, donc quand vous éveillez, vous ressentez 2 énergies. Et pour 4, vous collez lui. Et là, vous faites un, voilà, hop, je l'attaque. Je vais vous attaquer, 20 000 critical. Ça fait toujours ça de prix. Vous l'envoyez en bas du deck. 20 000 critical, 15 000, meule 2, meule 2, meule 2, hop, on est sur un meule 6. Donc souvent, le tour d'éveil, c'est un meule 6, et souvent, du coup, c'est la win sur le meule 6, parce que à ce moment-là, votre adversaire a déjà plus que 6 ou 7 cartes au deck. Donc ça, c'est pour le côté meule. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que le deck est fort? En fait, c'est tout le côté survie. Alors déjà, sachez que en éveillé, vous disposez d'un auto once par game,
qui est que lorsque cette carte est attaquée, vous pouvez placer une carte bleue de votre main en drop, et si vous le faites, vous annulez l'attaque. Vous ne pouvez le faire qu'une fois par game, mais c'est hyper intéressant parce que c'est un effet auto, ce n'est pas un counter. C'est-à-dire que là, vous avez un moyen d'annuler une attaque qui ne peut pas être lui-même annulée par un bad ring. Du coup, c'est vraiment pratique, surtout contre Storm, lorsqu'il va vous faire, vous savez, son Mira, double strike, bad ring. Surtout que ça qui est intéressant, c'est que c'est un auto. C'est-à-dire que dans l'ordre des attaques, ça va faire. Votre adversaire déclare une attaque, par exemple avec Mira. Vous allez negate l'attaque. Votre adversaire va bad ring. Effet auto de Mira, il gagne ses puissances. Effet auto de Giant Bab, vous pouvez défausser une carte pour réannuler l'attaque. Donc en gros, ça veut dire que ça, c'est vraiment, vous avez une annulation d'attaque possible, même après un bad ring. Donc en gros, là, on est sur une possibilité de faire 2 counters, ce qui peut être vraiment intéressant. Donc ça, c'est le premier côté défensif, voilà, une negate intégrée à votre leader. Les autres côtés défensifs, c'est quoi? C'est, on a des nouvelles cartes en BT5 qui sont vraiment cool, qui s'appellent les Deadly Defender. Alors chaque couleur en a un, mais principalement les 2 couleurs qui en profitent le plus sont bleu et vert. Pourquoi bleu et vert? Alors bleu, parce qu'on est sur des optiques avec des decks qui vont jouer objection, qui peuvent les coller rapidement, ou ils ont des senzu, ou alors ils ont des stratégies qui sont faites pour. Et vert parce que c'est une Android et donc du coup elle ne coûte que 2 avec le leader C17 et 18. Alors quels sont ces Deadly Defender? En fait ils ont tous la même chose, c'est-à-dire que c'est des 3 énergies qui coûtent 20 000 qui ont barrière. Et lorsqu'ils sont en reste, ils perdent 5000 de puissance, mais tant qu'ils sont en reste, votre adversaire ne peut pas taper votre leader. C'est-à-dire qu'il va être obligé de taper Deadly Defender Vegeta. Alors certes on peut dire ok c'est qu'une battle à 15 000, sauf que le fait que ce soit qu'une battle à 15 000, ça prend déjà des attaques, et vous allez pouvoir les garder quand même. Vous allez protéger, vous allez défendre, vous allez jouer des senzu pour les faire passer à 20 000, vous allez faire des negates, vous allez, etc. etc. Donc, très rapidement, en fait, vous allez réussir comme ça à temporiser les tours. Parce que je vous rappelle, votre but, c'est pas de gagner en tuant votre adversaire, c'est de gagner au deck out. Donc, vous allez juste chercher en fait à tempo. Donc, tant qu'il tape des Defender Vegeta, pour vous, c'est du tout bénéf. L'autre très bonne carte, c'est la negate bleue. Alors, c'est une negate qui annule l'attaque. Qui ne marche que si votre leader est bleu par contre, mais elle annule l'attaque et elle vous permet de restendre 2 de vos énergies bleues. Donc en gros c'est un peu comme une Whisk version, sauf que Whisk lui permet de restendre une énergie de la couleur de votre choix, là où Dimension Magique permet de restendre 2 énergies, donc une en plus, mais forcément des énergies bleues. Autre point intéressant, les nouvelles negates de la BT5 ont un effet permanent Sparking 5, c'est-à-dire que si vous avez au moins 5 cartes dans votre drop zone, vous pouvez ajouter en fait 1 PV à votre main comme coût. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez jouer cette carte pour 1 PV et vous allez restendre 2 énergies. C'est ça que c'est super pratique, c'est-à-dire que T3, vous allez faire pour 3 je call Deadly Defender, votre adversaire va vouloir le taper et vous allez faire, non, je prends 1 PV, je joue Dimension Magique et je restante 2 énergies. Là, vous avez 2 énergies d'open pour défendre ce Deadly Defender Vegeta. Alors, justement, pour la défense, on a encore les Whisk version, évidemment. On a donc voilà, donc dans les vieilles cartes, on a Whisk version et Vegito. Vegito, donc c'est comme Deadly Defender, vous connaissez, parce que lui, ça a 4 d'énergie, c'est-à-dire qu'il coûte 4, tant qu'il en reste, il a barrière, et votre adversaire ne peut que taper, elle ne peut pas taper le leader, c'est-à-dire que c'est le même effet, elle ne peut pas taper le leader. Donc c'est-à-dire qu'elles sont obligées de taper du coup de vos battles. En général, vous en avez qu'une, donc elle sera obligée de taper cette battle-là. Et vous allez continuer en fait la défense avec les Unbreakable, que vous connaissez, il s'agit du Goku. Lorsque vous jouez cette carte, lorsque vous combotez avec cette carte, vous piochez 1. Donc évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est lorsque vous allez comboter avec. Donc pour 1 d'énergie, c'est un combo à 10 000 qui fait droit 1. Et chose intéressante, en BT5, il y a une autre carte qui a exactement les mêmes effets, qui est celle. Du coup, imaginez, voilà, vous allez être dans un deck qui va avoir 4 super combos de base, 4 Unbreakable et 4 Cell. Donc c'est comme s'il avait 12 super combos. Il va jouer tout ce qui est Deadly Defender et Vegito pour pas qu'on attaque votre leader. Il va jouer les Senzu, il va jouer les Whisk version et les Dimensions Magiques. Et en gros, il va juste être là en mode, durant mon tour, je fais quasiment rien. Je tape et toutes mes énergies vont être là pour juste me défendre. Et moi, je vais juste essayer de t'avoir comme ça en me disant, je te fais un moins de deck, 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 etc. Le point intéressant avec cette stratégie, c'est que comme vous ne cherchez pas à tuer votre adversaire, vous n'allez jamais devoir combo offensivement. C'est-à-dire que peu importe que votre attaque touche ou qu'elle touche pas, tout ce qui vous intéresse, c'est que vous attaquez. Donc vous allez taper, hop, fait un moins 2 au deck, et vous combotez pas offensivement. Là, votre adversaire, lui, il va être là en mode, je vais devoir taper Vegito, donc je tape à 15 000, vas-y, je fais passer à 30 000, 40 000 et tout, puis vous êtes là en mode, ok, alors Senzu, il passe à 25, hop, 35, 45, et hop, j'ai fait qu'un moins 1 en main, parce que juste Senzu. Puis j'ai quand même maintenant une créa encore qu'à 25 000, et lui, votre adversaire a fait, je sais pas, du moins 2, moins 3 en main, là où vous allez réussir à toujours compenser les cartes que vous combotez, parce que ça va être des super combos, ça va être des cells, des Goku et tout, et vous allez lui faire cracher sa main.
Et derrière, vous avez vos battles pour faire du contrôle de board ou simplement pour voilà, des petites 20 000, ça permet de taper quand même. Puis surtout, meule le plus vite possible. Et très vite, comme ça, vous arrivez à tenir. Alors, ça, c'est dans la pratique, enfin dans la théorie. Dans la pratique, ce deck, du coup, a des avantages et des défauts. Avantage du deck, s'il arrive à placer son jeu, il a gagné. Concrètement, c'est à peu près ça. S'il arrive à placer son jeu, il a gagné. Défaut du deck, il perd. Alors contre Gogeta, le Gogeta 7 est vraiment un excellent mauvais match. Enfin, un excellent mauvais match-up. Le Gogeta 7 est vraiment le pire des match-ups pour Janemba parce que, comme je vous ai dit, votre but ça va être de protéger vos battles, de tempo et tout. Donc vous allez souvent avoir une bonne main où vous allez garder en tout cas les cartes clés. Et puis Gogeta, il dit quoi? Il dit mélange votre main au deck et piochez 3. Donc très vite vous êtes là en mode ah bah merde, il vient de m'enlever ma main et du coup je vais pas pouvoir défendre mon pauvre Végito. Il va taper avec Gogeta son Végito. Puis derrière vous allez être à poil et vous n'allez pas pouvoir vous défendre le reste. Autre défaut du deck, il peut avoir du mal à tenir contre Storm. Le but du deck, voilà, je vous ai dit, c'est de placer son jeu. Et vous voyez bien que mes créatures, toutes mes créas, en tout cas les créas importantes, coûtent 3 d'énergie ou 4 d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à aller au moins jusqu'au tour 3, voire tour 4, pour pouvoir commencer en fait à me défendre aisément. Ce qui n'est pas facile contre Storm qui vous met une pression de ouf dès le début. Contre les versions Shenron OTK, vous pouvez tenir grâce au fait que vous jouez 1 million de negate. Vous avez 1 million de negate, 1 million de shield et tout, donc vous allez juste défendre comme un porc en early pour pas prendre de dégâts, être à 8 PV en permanence. Comme ça, quand il vous sort le tour d'OTK, vous allez pouvoir prendre 2 des attaques tranquilles et tenter de negate l'autre. Donc voilà, ça se joue, ça se fait. Mais contre Storm, c'est plus compliqué car vous devez tenir en fait les premiers tours de jeu et donc voilà. Chose importante que je n'ai pas précisé, vous avez vu que cette carte demande un Sparking 5, c'est-à-dire qu'elle demande 5 cartes dans votre zone de drop en fait, pour être jouée gratuitement, enfin en prenant un PV, ce qui veut dire que nous sommes dans un deck qui va jouer très peu, voire pas du tout d'Overrealm. Sachez que la même chose était également vraie pour les Dragon Ball. Étant donné que vous avez besoin d'avoir les 7 Dragon Ball dans votre cimetière et que vous jouez avec votre cimetière et tout, vous n'allez pas jouer d'Overrealm. Donc là, on est vraiment sur des nouveaux decks qui n'ont pas joué d'Overrealm, ce qui peut être considéré comme une faiblesse, car du coup, ça va être des decks au final assez linéaires. C'est-à-dire que, contrairement à un Overrealm qui peut survenir n'importe quand, là, vous savez que voilà, il va faire son tour de jeu, et une fois qu'il va avoir claqué toutes ses énergies, ou même quand il ne restera qu'une énergie, vous n'allez pas vous prendre un fou qui sort de nulle part en double strike 25 000. C'est très rare. Donc les seuls decks méta qui va encore jouer des Overrealm, c'est évidemment Storm. Du coup, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que les decks méta World Tournament ont disparu. En fait, Storm reste, parce que Storm reste en fait godlike. Vous voyez que on a des nouveaux decks méta qui sont Dragon Ball et Janemba, mais que leur faiblesse est Storm. Storm qui était déjà méta, donc il le reste, voilà. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce que Hercule disparaît? Hercule, le but d'Hercule, c'est de se faire du CA. Et vous avez déjà vu que Hercule se fait beaucoup de CA, mais du coup vide très vite son deck. Hercule contre Janemba, c'est un instant win pour Janemba. Je veux dire, je pense qu'il n'y a même pas besoin de jouer. Frieza U7, pourquoi est-ce que Frieza U7 n'est plus bêta? Frieza U7, pour gagner, vous avez besoin d'atteindre les 5 d'énergie, ce qui peut se faire assez lentement. Là où Dragon Ball, la version OTK fait la même chose, c'est-à-dire ne pas taper et OTK, et peut le faire dès le T3 la plupart du temps. Donc on est sur 2 tours d'avance. Donc pourquoi jouer Frieza lorsqu'on peut jouer Dragon Ball? Et Android, lui, du coup, avait déjà un mauvais moment contre Storm qui reste, et a toujours en fait un mauvais moment contre les versions OTK. Version OTK de Shenron, vous allez être à 3 d'énergie, il va vous TTK 3 d'énergie, un joueur Android met un bloqueur et ça va pas suffire. Contre la version destruction de main, il va juste en fait jouer la stall. Le joueur Shenron End Destruction va juste jouer la stall, et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup c'est le joueur Android qui va se faire niquer sa main, ce qui est assez drôle puisque c'est en parle d'un joueur Android. Et contre Janemba, il s'en fout de pas pouvoir tuer l'adversaire, parce que ce qui est chiant dans Android, c'est qu'il va vous mettre votre main très basse et que derrière il va remplir son board avec plein de bloqueurs, donc vous n'allez pas pouvoir le finir. Et Janemba il s'en bat les couilles, je veux dire que je tape un bloqueur ou que je tape le leader, dans tous les cas tu vas me le 2, et c'est tout ce qu'il me faut. Donc Android a encore un moment. Donc voilà, j'espère que ces explications ont été assez claires. Je pense que ces decks-là, vous les verrez souvent jouer maintenant sur nos streams. Pour ma part, en BT5, je jouerai Janemba et un Shenron OTK. Donc voilà, les deux decks que je jouerai sont Shenron OTK et Janemba. En tier 0 en tout cas, je jouerai aussi des decks tier 1. Mais ça sera pour une autre vidéo si ça vous va. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis sur ce, je vous souhaite à la prochaine en live. Ciao!